Très heureuse je suis de vous savoir très nombreux à suivre votre émission d'éducation citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Nous parlons du casier judiciaire. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son utilité? Nous vous apporterons les réponses dans votre rubrique loi de la République et programme de développement. La tricherie, c'est un poison pour le développement. Un citoyen NTC ne triche pas. C'est la constance de la chronique de notre chroniqueur du jour, Marcel Zoumenou, que vous verrez tout à l'heure. Quelle attitude un citoyen NTC doit-il adopter lorsqu'il est témoin d'un accident de circulation? Nous en parlerons tout à l'heure avec le spécialiste en participation citoyenne David Sohou. Avec lui et vous, les citoyens que nous avons pu interviewer sur le terrain, nous allons répondre à deux questions. L'experte en changement de mentalité qu'on ne présente plus, Perpétue Dazobo Mouftaou, est avec nous pour parler de la croissance économique et les désirs. Mesdames et messieurs, voilà le menu de votre émission, le nouveau type de citoyen. Nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Nous sommes dans la rubrique Loi de la République et programme de développement et comme je l'ai dit à l'instant, nous parlerons du casier judiciaire. Je vous invite donc tout de suite à suivre ce commentaire sur image réalisé avec l'équipe juridique de votre émission, le nouveau type de citoyen chapeauté par Frédéric Solegla. Avec eux, nous allons répondre à ces différentes questions. Qu'est-ce que le casier judiciaire? Quelle est son utilité? Et combien de sortes de casiers judiciaires existent-ils? Voici donc les réponses. Loi de la République et programme de développement. Le casier judiciaire. Qu'est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire est un relevé de décision pénale ou administrative qui concerne une personne. Il retrace le parcours des antécédents judiciaires de cette personne et fait mention des condamnations et autres mesures. Il concerne aussi bien les personnes physiques que morales. Quelle est l'utilité du casier judiciaire? Le casier judiciaire est un document important dans le parcours d'une personne, qu'elle soit physique ou morale. C'est le document qui permet d'avoir une idée sur le passé judiciaire et la bonne moralité d'une personne. Pour les personnes morales, le casier judiciaire est déterminant pour la réputation, car il détermine la fiabilité de la personne morale. Pour les personnes physiques, le casier judiciaire est tout aussi important, car il est indispensable pour l'octroi de certains services ou pour l'entrée en fonction, que ce soit dans le domaine public ou privé. Le casier judiciaire est demandé aussi bien avant la procédure d'embauche qu'après celle-ci. Certains employeurs demandent préalablement avant une procédure d'embauche, le casier judiciaire. De même, il est prévu dans la convention collective que pour être définitivement engagé, l'employé devra produire un extrait de son casier judiciaire datant d'au plus 3 mois. Combien de sortes de casiers judiciaires existent-ils? Il existe 3 sortes de casiers judiciaires ou de bulletins de casier judiciaire dont le contenu varie selon la gravité des sanctions. Bulletin numéro 1. Il contient toutes les sanctions prononcées par la justice ou par les autorités administratives à l'égard d'une personne. Il n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Il s'agit des magistrats du parquet ou de l'instruction. Bulletin numéro 2. Il est réservé notamment aux autorités administratives, militaires et aux personnes morales. Bulletin numéro 3. Il comprend les sanctions les plus graves, notamment les condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction pour crime ou pour délit. Comment obtenir son casier judiciaire? Le casier judiciaire peut être obtenu en ligne auprès du tribunal du lieu de naissance de la personne concernée ou par demande en ligne auprès du Centre national du casier judiciaire sur le site www.service-public.bj. Le Centre national de casier judiciaire
a pour mission l'élaboration, la tenue et la mise à jour du fichier national, du casier judiciaire et de la liste des personnes recherchées. À ce titre, il reçoit, enregistre et classe toutes les décisions donnant lieu à inscription au casier judiciaire. Les demandes sont également reçues par les juridictions qui les transmettent au centre conformément aux habilitations nécessaires. En attente de l'aboutissement du processus de centralisation des données au fichier national du casier judiciaire, les greffes des tribunaux de première instance et de la Cour d'appel de Cotonou continuent d'assurer la délivrance des bulletins du casier judiciaire. Quelles sont les pièces à fournir pour obtenir un casier judiciaire? Pour les Béninois nés au Bénin, il faut l'extrait de l'acte de naissance sécurisé ou légalisé, l'adresse du domicile, la profession, le nombre d'enfants à charge et la situation matrimoniale. Pour les Béninois nés à l'étranger, il faut un certificat de nationalité en plus des pièces fournies par les Béninois nés au Bénin. Pour les étrangers, ils doivent rajouter le certificat de nationalité ou passeport ou carte de résident. Préciser l'adresse et la période du séjour au Bénin, le cas échéant, et la preuve de séjour. Pour en savoir davantage sur le casier judiciaire et comment l'obtenir, visitez le site service-public.bj. Un nouveau type de citoyen connaît les tests relatifs au casier judiciaire. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc toutes les informations, comment obtenir son casier judiciaire et quelles sont les pièces à fournir pour l'obtenir. Et surtout, si vous avez encore besoin d'autres précisions, nous vous invitons à vous rendre sur le site service-public.bj. Et ce sera tout pour votre rubrique Loi de la République et Programme de développement. À présent, nous installons notre chroniqueur. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Marcel Zoumenou, notre chroniqueur du jour. Marcel, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Merci d'être là. C'est moi. Alors, la tricherie, c'est un poison pour le développement. Tout à fait. Tricher, c'est contourner ou enfreindre les règles juridiques ou morales en faisant semblant de les respecter dans le but d'en tirer un avantage. Mais comment avons-nous découvert la tricherie? Alors, deux chercheurs canadiennes, Victoria Talma et Kang Lee, ont établi que la capacité de mentir se déploie durant l'enfance en 3 phases. La première phase, c'est le mensonge dit primaire. Ce mensonge survient vers l'âge de 2 ou 3 ans, alors que les tout petits sont capables de faire des affirmations qu'ils savent fausses. Le mensonge secondaire, quant à lui, apparaît vers 4 ans, lorsque les enfants sont en mesure de distinguer leurs pensées et celles des autres et qu'ils sont donc conscients de pouvoir duper leur interlocuteur. Et enfin, il y a la troisième phase qui est le mensonge tertiaire, qui se manifeste vers l'âge de 7 ans, 7 ou 8 ans, et se faisant plus crédible dû au développement de la pensée logique et de cet âge de raison. Donc, il y a 3 phases. Tout à fait. Où on découvre la tricherie. En 3 phases. Alors, donc, tout le monde passe par cette étape-là? Oui, souvent. Tout le monde passe par cette étape. Mais pourquoi, en fin de compte, nous trichons? Alors, nous trichons pour plusieurs raisons. Parmi lesquelles les plus importantes sont le réflexe de suivi, la mythomanie. La mythomanie, c'est une maladie. Par appui altruisme ou pour se donner bonne conscience. L'adrénaline et l'effet de groupe, pour ne citer que ces raisons-là. Ces raisons-là. D'accord. Nous avons dit ici que citoyenneté ne triche pas. La tricherie est un poison pour le développement. Mais quelles en sont ses conséquences? Alors, ces conséquences sont nombreuses. Et je vais citer les plus importantes ici. Le premier, c'est le rappel à l'ordre. Dans le cadre d'un examen, ce serait le blâme. Mais dans une situation d'emploi, cela pourrait être un avertissement. D'accord. La deuxième, c'est la privation. La privation, dans le cadre d'un examen, ce serait l'absence de diplôme et dans une situation d'emploi,
cela pourrait être un renvoi sans droit Oui, et pour faute lourde. c'est ça. La troisième conséquence, c'est l'annulation. Dans le cadre d'un examen, par exemple, cela pourrait être l'annulation avec conséquences désastreuses pour des innocents dans une entreprise. Oui, La perte d'un contrat entraînant licenciement économique ou perte de crédibilité. c'est ça. Et la quatrième conséquence, Oui. c'est l'interdiction. L'interdiction de participer à un examen ou à un appel d'offres, qu'on soit étudiant ou chef d'entreprise. C'est bien ça. Alors là, je pense que nous sommes en pleine rentrée scolaire. Tout à fait. Les enfants ont déjà repris. Et là, c'est un message beaucoup plus destiné à ces élèves, à ces étudiants, à ces collégiens. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que nous considérons la tricherie comme un poison pour le développement? Alors, le poison est une substance qui, introduite dans un organisme à dose suffisante, Oui. détruit ou altère les fonctions vitales. Et donc, en faisant une relation entre la tricherie et le poison, Oui. il faut retenir que la tricherie présente deux freins au développement de notre pays. Lequel? Le premier, c'est la dépendance. Dans l'action de bois, il existe une notion de maîtrise C'est ça. de soi. C'est elle-même qui nous permet de nous arrêter dès que nous ressentons de la satiété. Mais avec la tricherie, Oui. nous devenons très vite dépendants et sans nous en rendre compte. C'est ça. La deuxième conséquence, c'est les effets secondaires sur soi-même ou sur autrui. Toujours dans le même ordre d'idées, Oui. la tricherie crée des effets secondaires à l'instar du poison pour celui qui se désaltère à sa source. De même, son entourage généralement innocent est exposé sans le savoir à ses conséquences graves. C'est ça. C'est pourquoi un citoyen NTC doit dire non à la tricherie sous toutes ses formes pour favoriser le développement stable et durable de notre pays. Le citoyen NTC, je veux bien que vous repreniez cette dernière phrase. Je dis bien le citoyen NTC Oui. doit dire non à la tricherie Oui. sous toutes ses formes pour favoriser le développement stable et durable de notre pays. Merci beaucoup, Marcel Zoumé. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, ben voilà qui est dit. Un citoyen NTC ne triche pas, chers élèves, chers collégiens, chers nouveaux élèves. Et ben voilà, je pense également à ceux qui sont à la maternelle parce qu'on a vu comment ça commence depuis l'âge de 2 à 3 ans. Donc, oui. tout le monde est concerné. Le citoyen NTC ne triche pas. Nous vous invitons donc dans cet aspect de votre vie à être des citoyens de nouveaux types de citoyens. Nous passons à une autre rubrique. Quel comportement adoptez-vous face à un accident de circulation? Est-ce que vous adoptez des comportements de nouveaux types de citoyens ou est-ce que vous prenez votre téléphone et vous faites du direct sur les lieux de l'accident tel un reporter? Nous avons sur le plateau le spécialiste en participation citoyenne pour nous donner d'autres informations, des comportements précis à adopter en tant que citoyen de nouveau type. Nous sommes avec David Sow. David, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors, face à un accident de circulation, quel comportement adopter, quel constat on fait? Alors, déjà, je partirai du constat. La plupart des citoyens aujourd'hui que nous avons, au lieu de porter assistance à quelqu'un qui se retrouve victime ou bien qui se retrouve en train de subir un accident de circulation, ont développé cette mauvaise habitude-là de filmer, de faire des directs et de partager ces images choquantes-là sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison. Or, ce qui devrait en réalité être fait pour un bon citoyen, c'est déjà d'avoir des comportements qui ont cette tendance-là ou qui ont pour but de sauver la vie à celui qui est victime. Et on pourrait, par exemple, énumérer ces comportements-là en 3 étapes. Le premier, c'est de commencer d'abord par se préserver soi-même. On ne peut pas porter assistance à quelqu'un d'autre quand soi-même on est en danger. On est en danger. Donc la plupart des gens qui ont cette facilité à s'engager facilement sur la route sans prendre des précautions au préalable ne sont pas forcément en train d'avoir un comportement de bon citoyen. Donc, première étape de votre réaction en tant que citoyen, c'est déjà de vous protéger vous-même, c'est de prendre des dispositions pour votre propre sécurité. La deuxième étape, ce serait d'alerter. Alerter en termes de
informer de ce qu'il y a un sinistre de la circulation. Et pour alerter, pour pouvoir porter cette information-là, nous avons aujourd'hui des numéros verts qui sont disponibles, qui ont été mis à disposition par le pouvoir public dans n'importe quelle localité du Bénin. Et bien entendu, il y a cette troisième partie où nous essayons de porter notre aide à celui qui est en train de subir le sinistre. Et cette aide-là peut consister à continuer à discuter avec la personne qui est peut-être dans une situation critique, le temps que la personne puisse garder l'alerte, garder la vie, être en train de parler avec nous le temps que les secours n'arrivent. Et cela peut s'expliquer parce que la plupart d'entre nous, on a cette tendance à vouloir déplacer la personne qui est dans cette situation-là, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas quels dégâts il y a sur son corps et il faut attendre que des spécialistes, des professionnels viennent et puissent réellement agir sur le corps de cette personne-là dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Donc, si je résume rapidement, le citoyen NTC, face à un accident, ne circule pas, ne s'en va pas. Non, bien entendu, il faut porter assistance. Il s'arrête pour porter assistance et il ne prend pas son téléphone pour commencer par faire pas filmer, pour envoyer aux gens, voilà, il y a un accident ici. Tout ça, la personne peut décéder. Idéalement, non. Voilà. Il faut quand même d'abord avoir comme premier réflexe porter assistance pour sauver la vie de la personne qui est victime, plutôt que de faire des photos et autres. Alors, David Sow, quelle autorité contacter face à un accident de circulation? Alors, aujourd'hui, en termes de comportement de nouveaux types de citoyens, nous préconisons de pouvoir interagir ou de collaborer avec les autorités publiques et l'interaction ou cette participation avec les autorités publiques pourrait se faire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le groupement des sapeurs-pompiers. Ils sont suffisamment équipés par le pouvoir public, ils ont le matériel et l'expertise qu'il faut pour pouvoir secourir dans le cas des sinistres de la circulation. La seconde autorité ou bien administration publique, ce sera toujours la police républicaine. Parce que, bien entendu, quand il y a des accidents de circulation, quand il y a de ces sinistres-là, il faut constater et pouvoir, dans la mesure du possible, engager des conséquences juridiques. Donc, il est nécessaire pour tout citoyen qui se retrouve dans des situations de sinistre ou bien de ces accidents de circulation, d'avoir comme premier réflexe de constater le groupement des sapeurs-pompiers pour pouvoir porter assistance à cette vie qui est en danger et ensuite d'alerter la police républicaine pour faire un constat de ce qui s'est passé. D'accord. Et souvent on dit quand vous appelez les sapeurs-pompiers, il faut vraiment leur donner tous les détails possibles. Bien entendu. Pour que ils sachent où venir directement au lieu de se perdre dans la circulation. Alors, mais il y a également l'autre aspect. Ceux qui nous suivent vont certainement le dire, mais les sapeurs-pompiers, on a tous leur numéro, on appelle, mais s'ils ne viennent pas, on fait comment? Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas ne pas venir. D'accord? Ils ne peuvent pas ne pas venir. Alors, ce qui peut arriver, que nous remarquons la plupart du temps, c'est peut-être que le temps que nous sommes dans l'émotion, on a cette tendance à croire qu'ils sont en retard ou bien qu'ils prennent du temps à venir. Bien entendu, cet état de choses pourrait être compensé par ce que je conseillais déjà au départ, garder la discussion avec cette personne qui est en danger, s'assurer que des mesures de sécurité autour du lieu du sinistre ont été prises pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes pendant qu'il y a déjà un premier victime. Le temps que ces professionnels se rapprochent et qu'ils arrivent sur les lieux pour porter assistance. Merci beaucoup, David Sow, pour votre intervention. Vous êtes spécialiste en participation citoyenne. Et bien voilà, mesdames et messieurs, face à un accident de circulation, voilà des comportements qu'il faut adopter et des comportements qu'il faut éviter. Vous avez également eu les informations ici même. Nous vous invitons à nous écrire via WhatsApp 97 41 42 67, la chaîne YouTube, la page Facebook aussi, le site Internet. Nous avons le compte Twitter également. Nous passons à la rubrique changement de mentalité. Nous sommes dans la rubrique changement de mentalité et nous recevons Perpétue Dazobo Mouftaou, experte en changement de mentalité, pour parler de la croissance économique et des désirs. Madame Mouftaou, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi. Alors, la croissance économique et les désirs. La croissance économique désigne la variation positive qu'il y a entre la production positive de la production de biens et de services. Et qui parle de croissance économique parle de création de richesses.
et donc de l'augmentation du pouvoir d'achat. Et quand il y a une augmentation du pouvoir d'achat, il y a changement de comportement de la population. Mais cela ne veut pas dire systématiquement que la population est heureuse, tout le monde est heureux, et qu'il y a une distribution ou bien un partage égal de la richesse. Dans tous les cas, on constate que la croissance économique permet à une certaine proportion de la population d'accéder à un certain niveau de bien-être. Et dans le même temps, cela peut avoir des conséquences négatives sur la population, surtout lorsque la croissance économique rime avec l'augmentation des désirs à satisfaire. Et ceci démontre une mauvaise mentalité. Alors, je voudrais partager quelques exemples pour illustrer ce que je dis. Quand nous prenons le boxeur américain très célèbre, Mike Tyson, il a accumulé beaucoup de richesses tout au long de son parcours. Il a été champion du monde en catégorie poids lourd. Mais toutes ces fortunes, il a eu des millions de dollars de fortune. Mais cela l'a amené à faire des dépenses vraiment effrénées sur des articles de luxe, comme par exemple les voitures très chères, les maisons, les bijoux. Et cela l'a amené à connaître la faillite en 2003 avec des millions de dollars de dettes sous le dos. Et quand nous commençons par dépenser, comme vous l'avez dit, quand nous recevons, quand l'argent commence par entrer, nous avons tendance à suivre le mouvement et ça amène au déclin si nous ne faisons pas attention. Comme Mike Tyson l'a fait. Alors, les désirs de Tyson grandissaient sans cesse et il n'a pas pu se contrôler, donc il n'a pas joui pleinement de sa fortune sur une longue durée. Donc nous devons faire attention, vous et moi, pour ne pas tomber dans le même piège. Parce que si nous fonctionnons de cette manière, cela veut dire que nous sommes toujours au 4e niveau de mentalité, c'est-à-dire la mentalité de désir. C'est ça. Et lorsque nous vivons avec une telle mentalité, c'est que nous n'avions pas appris à développer la réflexion profonde. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et si quelqu'un vit de cette manière, c'est que la personne n'est pas habituée à se retenir devant les désirs qui s'affichent à elle. Et souvent, cela se traduit à travers des comportements sans se soucier des conséquences à court, moyen et à long terme. Conséquences sur leur propre vie et conséquences sur la vie de leur entourage et enfin conséquences sur la vie de la communauté entière. Bien sûr. Même de la communauté entière. Tout à fait. Alors, c'est pourquoi, avant de réaliser les désirs qui s'éveillent en nous, nous devons apprendre à réfléchir profondément, à freiner notre élan et à chercher à échanger nos pensées avec les personnes, vérifier nos pensées avec les personnes qui sont autour de nous et parler en parlant à des personnes avisées, des personnes plus expérimentées. Et ce que nous sommes en train de dire ne se limite pas seulement aux individus. On a remarqué que cela s'applique également aux nations. Quand nous prenons l'exemple d'un tout petit pays appelé Nauru, c'est un pays qui a une superficie de 21,8 km², avec une population de 9 811. Un tout petit pays, une toute petite nation. 9 811 en 2022, bien sûr. Alors, ce pays, un peu plus de 10 ans après son indépendance, a été déclaré internationalement comme le pays le plus riche du monde. Vous imaginez? Et qu'est-ce qui s'est passé quand la population s'est retrouvée dans l'abondance et dans la richesse? Le pays a décidé de rendre l'éducation et la santé gratuites. Donc, les Nauriens, ils se sont versés dans un mode de vie de repos. Ils ne travaillaient plus, ils ne se débattaient plus, et au lieu de continuer à consommer les aliments locaux sains qu'ils avaient l'habitude de consommer, maintenant qu'ils ont les moyens, ils se payaient le luxe d'acheter des nourritures, d'importer des nourritures, et ils mangeaient de n'importe quoi. À un moment donné, il y a la crise de l'obésité.
Et aussi, ils avaient la facilité d'acheter des voitures très chères, excessivement chères. Donc, à un moment donné, le pays a commencé par ralentir. L'élan de développement s'est arrêté. Et en 2020, ce même pays, ce tout petit pays du Pacifique Sud, qui émerveillait le monde entier, est tombé dans un déclin terrible. Il était compté parmi les pays les plus pauvres au monde. Et cela nous donne quand même des leçons que nous devons appliquer dans notre vie. Nous ne devons pas attendre que ce soit les individus, que ce soit la nation, notre pays. Nous ne devons pas attendre d'arriver à un tel niveau avant de prendre conscience. Chers nouveaux types de citoyens, lorsque nos conditions de vie s'améliorent, nous voyons que le Bénin est en train de connaître un développement sur le plan économique et grâce aux efforts de nos gouvernants à divers niveaux. Mais cela ne veut pas dire que nous allons vivre n'importe comment. Nous devons apprendre à appliquer la bonne mentalité parce que quand nous regardons l'exemple du boxeur célèbre américain Mike Tyson et du pays Nauru, nous devons nous appuyer sur ces exemples-là et appliquer la bonne mentalité au risque de tout perdre. C'est clair. Merci beaucoup, Perpétue Muftaou, pour cette thématique. Vous avez quelque chose à ajouter? Évidemment, oui. Je nous exhorte tout simplement à garder la bonne mentalité et à nous appuyer sur les 3 éléments de la bonne mentalité, c'est-à-dire la réflexion profonde, la maîtrise de soi et l'échange. Et puis, le peuple entier sera heureux. Merci. Merci beaucoup. Et bien voilà, vous avez vu, mesdames et messieurs, les conséquences même jusqu'au niveau de la nation. Quand on en a beaucoup, ce n'est pas une raison pour beaucoup dépenser. Exactement. Il faut de la maîtrise de soi en tout. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous remercions pour l'attention. Ce sera tout. Nous avons parlé du casier judiciaire, nous avons parlé de la tricherie et là, on a fait un clin d'œil à nos tout-petits, on a un clin d'œil aux enfants, aux élèves qui ont déjà repris le chemin des classes. On a parlé également de l'attitude qu'un citoyen NTC, un nouveau type de citoyen, doit adopter face à un accident de circulation. Et en fin de compte, nous avons parlé de la croissance démographique, de la croissance économique. Nous avons parlé de la croissance économique et des désirs. Merci, à très bientôt. Portez-vous très bien.